Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors les amis, la DeFi est en danger. Je vous explique. Si vous avez été sur Twitter, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui sur le protocole QF, qui est l'un des plus gros protocoles, qui était le protocole qui traitait le plus gros volume sur la DeFi. Donc vous savez, les mastodontes, il y a QF, il y a AAV et puis il y a Uniswap. Donc, on retrouve plusieurs volumes. Donc, comme protocole d'emprunt collatéralisé, c'est QF et puis AAV. QF était le plus grand. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le CEO de QF qui a fait un emprunt et a mis en garantie ses jetons QF. Sauf que, entre-temps, il y a eu un hack donc, de plus de cinquantaine de millions de dollars sur le protocole QF. Donc, le hacker s'est retrouvé donc avec du QF et du Ethereum, d'accord? Parce qu'il a hacké en fait un pool de liquidité. Vous savez comment les pools de liquidité ça fonctionne, donc c'est une paire de jetons. Donc là, c'était la paire QF et puis Ethereum. Donc, alors, vu que le CEO avait ses jetons QF et avait des emprunts qu'il avait collatéralisés avec des jetons QF. Ah, il faut que je vous explique aussi comment les emprunts ça se passe. Vous savez, dans la DeFi, on ne vous demande pas c'est quoi votre patrimoine, c'est quoi votre titre foncier, c'est quoi votre... vous comprenez ce que je veux dire, comme ça se fait dans la vie courante, c'est quoi votre salaire, etc. Non. Lorsque vous voulez faire un emprunt, on s'en fout d'où vous venez, c'est quoi votre pays, c'est quoi votre sexe. Non, on regarde juste votre collatéral. Est-ce que tu as le collatéral pour aller chercher ton emprunt? Oui. D'accord? Donc, pour emprunter, il faut donc déposer une garantie qu'on appelle le collatéral. Donc, si je veux peut-être emprunter $100 en Ether, bah, je vais déposer un collatéral peut-être de $50 en Ether. Comme ça, on me donne ces $100 en Ether. D'accord? Mais le truc, c'est que si Ether descend de 50%, ma position sera liquidée pour rembourser mon emprunt. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en DeFi. Alors, le boss donc, de QF avait donc une grosse position de plus de 180 millions qu'il avait collatéralisé avec du QF, du AAV aussi, d'où le protocole AAV aussi est en danger. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que si le hacker vend ses QF, puisque l'Ethereum, il n'y a pas de problème, s'il vend les Ethers, 20 millions, 50 millions de marché assez liquide pour ça. Mais pour le QF, s'il vend ces QF-là, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va chuter. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer sur la position du CEO? Sa position sera tout simplement liquidée. Et si sa position est liquidée, ça fait qu'on va vendre toute cette quantité de QF au prix du marché. Parce que liquider ta position veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vend ton collatéral pour payer ta dette. Est-ce que vous comprenez? Donc, vu que son collatéral, en majorité, c'était du QF, qui représente près de 47% de l'offre en circulation, on va revenir là-dessus, d'accord? Ça fait que, vous imaginez l'impact que ça aura, vu qu'il avait aussi beaucoup de AAV. Il faudra aussi vendre ses positions AAV pour payer le truc, d'accord? Mais là, n'est même pas le problème. Là n'est même pas le problème. Bon, ça c'est le premier problème. On ne peut pas dire que là n'est pas le problème. Ça c'est le premier problème. Donc, c'est que si le hacker réussit à vendre ses QF, vous voyez, il y aura une cascade de liquidation et le prix... d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Les gens ne sont pas cons parce que les gens qui mettent l'argent sur ces protocoles d'emprunt, ils suivent les infos. Ce qui fait que tout le monde se précipite à aller retirer ses QF parce qu'il sait que le prix peut chuter drastiquement d'un moment à l'autre. D'accord? Ça fait donc que ça crée une petite panique. Et voilà, on a cette épée de Damoclès. D'accord? Le deuxième problème, c'est que le protocole DeFi, selon les données on tient, le protocole n'est pas liquide. Parce que, figurez-vous, lorsque vous faites un emprunt, effectivement, pour rembourser, lorsque vous êtes liquidé, il faut vendre votre position pour payer. Il faut vendre le collatéral pour rembourser votre position. Sauf que, au moment de vendre le collatéral, on n'a pas assez de liquidité pour vendre ce collatéral au marché. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va se retrouver avec des créances
bah, on ne peut pas rembourser. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puisque ça se passe bien dans les échangeurs centralisés parce que c'est assez liquide. Donc, peu importe, lorsque vous empruntez du Ether, lorsque le marché veut baisser, on vend vos Ethers et puis on rembourse la dette avec. Hein? Donc, imaginez-vous qu'au moment de vendre dans cet Ether, bah, il n'y a pas assez de liquidité. Ce qui se passe avec cuve. On veut revendre ses cuves. S'il faut revendre ses cuves, s'il faut même solder ses cuves pour payer sa dette, bah, il n'y aura pas assez de liquidité pour payer ça. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand c'est comme ça dépend de chaque protocole. Donc, le protocole est obligé d'aller puiser dans sa réserve, d'accord? C'est pour ça que vous avez des protocoles, il y a souvent des montants de réserve, c'est pour pouvoir gérer des cas comme ça. Sauf que pour le protocole QF, bah, la réserve, c'est en fait là où là où les récompenses de staking étaient. Donc, si on va piocher dans la réserve, bah, les gars n'auront plus de récompenses de staking. Du coup, ça ne leur servira plus à rien de farmer le staking puisqu'ils le font pour avoir des jetons de récompense. Donc, vous comprenez que c'est une situation délicate. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, bah, une chose, c'est de pouvoir rembourser votre dette sans être liquidé. Donc, sauf que pour rembourser sa dette, bah, il faut que il puisse combler sa position, puisque chaque moment qui passe, supposons comme je vous ai dit, si je veux peut-être acheter, si je veux peut-être 2 Ethers, je peux déposer mon collatéral d'un seul Ether. Et avec ça, on me donne 2 Ethers en plus. D'accord? Ça fait que si l'Ether perd 30%, bah, on sera obligé de vendre ma position pour... on sera obligé de vendre mon collatéral pour liquider ma position. Par contre, si l'Ether ne fait qu'augmenter, bah, je ferai des gains comme si j'avais 2 Ethers. Est-ce que vous comprenez plus? Mon collatéral, ça fait 3 Ethers. Donc, quand vous faites des emprunts, si le marché monte, c'est bon. Mais si ça descend, vous êtes liquidé. Donc, dans ce marché d'emprunt, c'est une forme d'effet de levier. Encore ces affaires d'effet de levier. C'est ça qui nous tue. D'accord? Parce que dans la finance décentralisée, lorsque tu vas déjà faire un emprunt, tu es déjà soumis à un levier de 2. Sauf s'il y a des protocoles qui donnent des fractions. Donc, si vous voulez un demi-Ether ou je ne sais pas quoi. D'accord? Mais lorsque vous faites déjà un emprunt, vous êtes soumis à un levier. C'est-à-dire que si le marché bouge de 50%, même si vous avez pris un minimum de levier, voilà, vous êtes liquidé. D'accord? Maintenant, au moment de la liquidation, il faut bien trouver des gens à qui vendre votre collatéral pour pouvoir solder votre dette. Donc, on se retrouve dans là qu'il n'y en a pas. Donc, quand vous êtes dans cette situation, donc, soit vous trouvez un moyen de rajouter de l'argent pour sauver votre position. D'accord? Quand c'est dans le trading, on dit vous augmentez votre marge. Maintenant, quand c'est pour les emprunts, on dit vous remboursez vos dettes. Donc, vous pouvez rembourser vos dettes progressivement jusqu'à sauver votre position. Sauf que lui, le CEO de Cuivre, bah, lui n'a que des cuivres. D'accord? Il n'a pas assez de Bitcoin ou assez d'Ethereum pour pouvoir sauver sa position. Donc, il est obligé de solder le cuivre qu'il a. OK? Donc, pour le faire, donc, s'il solde, on se retrouve dans un système encore compliqué. S'il solde ses cuivres au prix du marché, bah, ça va baisser le prix du cuivre et ça va plus exposer sa position. Donc, c'est un peu comme une boucle. Oh là là, c'est un peu comme une boucle. D'accord? Parce que tu ne peux pas vendre quelque chose, puisque s'il vend ses cuivres, bah, ça fait baisser le prix du cuivre. Et puis, ça fait qu'augmenter ses chances de liquidation, puisque pour qu'il ne soit pas liquidé, il ne faut pas que le prix du cuivre baisse. Et vu que les gens paniquent, ils ne font que vendre. Donc, non seulement il faut pouvoir sauver le prix du cuivre en faisant des buybacks, mais il ne peut pas lui-même vendre ses cuivres. Donc, la seule solution de vendre ses cuivres, c'est de trouver une entente gré à gré, ce qu'on appelle OTC. Donc, c'est comme les ventes main à main. Donc, il a donc trouvé une entente avec Justin Sun, qui en a acheté, je crois, pour 2 millions ou 4 millions, je ne sais pas. Mais ça, c'est juste ce qui est rendu public pour l'instant. Il faudra qu'il trouve beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire que dans l'entente de gré à gré, bah, il ne va pas vendre au prix du marché. Si le cuivre, c'est peut-être 0,48$, bah, il va vendre à 0,29 ou 35, je ne sais pas quoi. Hein? Parce que l'autre aussi, c'est un risque qu'il achète. D'accord? Il achète en espérant qu'au moment de revendre, le prix sera supérieur à ce prix-là. Et puis, donc, qu'est-ce que ça crée?
ça fait que même s'il réussit à trouver des deals en OTC et qu'il vend tous ses cuivres en OTC, bah, ça n'aura pas d'impact sur le prix, d'accord? Parce que c'est du gré à gré, donc ça ne passe pas par l'order book, donc le prix n'est pas impacté. Il pourra sauver sa position. Mais en ce moment, il y aura une deuxième épée de Damoclès sur les jetons cuivre et AAV. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acheté en OTC, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour pouvoir vendre et être bénéfique. Donc, la zone actuellement de prix, ça va constituer une dure résistance parce que eux, ils vont juste attendre que, quand ils font les OTC, il y a aussi des ententes qui ne peuvent pas vendre du coup, ils ne peuvent pas vendre aujourd'hui, ils vont vendre après chaque 3 mois, ce genre de choses. Il y a un vesting là derrière. Là, je ne connais pas encore les détails du vesting, mais ce qui est sûr, ça va créer une énorme pression vendeuse de temps en temps, additionnelle sur ces jetons cuivre et AAV. Ce qui fait de ces jetons des mauvais investissements au vu de la situation. Donc, maintenant, que retenir de la situation? Alors, comment se fait-il qu'un propriétaire d'un protocole se retrouve avec des positions qui représentent plus de 47% de l'offre en circulation? Est-ce que c'était une position au nom de l'entreprise PUF? Si c'était une position au nom de l'entreprise, on peut le comprendre. Mais si c'est une position au nom de l'entreprise, est-ce que la DAO a validé, était au courant de cette position? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Donc si la réponse est non, ça fait de PUF un protocole à blacklister et un protocole voué à l'échec parce que la gestion n'est pas transparente. Comment se fait-il que le CEO se retrouve avec autant de jetons? Comment ça se fait que un protocole, le plus gros protocole de DeFi, en termes de lending, on se retrouve avec le CEO qui a autant de jetons? Eh les amis. Donc, c'est quand même assez bizarre. D'accord? Par contre, je pensais que les protocoles d'emprunt collatéralisés devraient avoir le mot à dire pendant le bull run. Sauf que, avec ce qui se passe là, je pense que ces protocoles vont prendre un gros coup et il va falloir un autre type de protocole avec d'autres types de garanties, d'accord? Donc, un protocole qui nous garantit une gestion beaucoup plus éclairée, beaucoup plus transparente. Et voilà quoi. Donc, je pense toujours que les protocoles auront d'emprunt et prêt, auront leur mot à dire, mais pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'il y a des nouveaux protocoles qui vont arriver. Il y a un des protocoles qui me tient à cœur, que je suis en train d'étudier, qui s'appelle Radiant Capital. Donc lui, il permet aussi il fait même quelque chose que ces gros protocoles ne font pas. Il permet, bon, ils ne le font pas encore, mais ils disent qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils se basent sur le protocole, un protocole qui permet de faire ça, qui est Layer 0. Donc ils disent qu'ils vont permettre de transporter la liquidité d'une blockchain à une autre. Donc quand vous êtes sur un protocole, vous faites un emprunt sur Ethereum, bah, cette liquidité-là peut servir pour rembourser peut-être sur un autre protocole qui est sur une autre blockchain qui est peut-être BNB ou bien Polkadot, etc. Donc ça fait que le protocole ne peut pas manquer de liquidité lorsqu'il faut peut-être solder la position de quelqu'un. D'accord? Donc c'est ça un avantage. Vous voyez la limite. D'accord? Donc, c'est pas que le protocole lui-même manquait de liquidité, c'est juste que pour le réseau sur lequel on était, à ce moment, le protocole manquait de liquidité. Donc, voilà les amis, ce qu'il faut retenir. Et qu'est-ce qu'il faut aussi retenir? C'est que la DeFi n'a pas encore assez de liquidité pour pouvoir faire face à l'adoption massive. D'accord? La DeFi n'a pas encore ce niveau de liquidité. On ne peut pas lui reprocher ça parce que tout système grandit. Il n'y a pas de système qui naît parfait. Il n'y a pas de système qui naît mature, non? Tout se construit avec le temps. Ça se bâtit avec la confiance, ça se bâtit avec l'utilisation, ça se bâtit avec les erreurs. Donc, tous les acteurs, comme on dit, la blockchain en elle-même, le concept est sain. Sauf que c'est des acteurs de cet écosystème qui polluent le truc. Vous avez vu le cas de Pulse avec X.
Hein? X, je n'ai jamais parlé de ce projet parce que le logo d'abord, le logo me faisait bizarre, mais c'est subjectif ça. Mais, et en fait, je sais que beaucoup me demandaient de parler de plus, machin, et bon, je regardais, je n'avais jamais parlé de ça et tout. Il y a des projets comme ça qui ne vous parlent pas, mais vous ne savez pas pourquoi, mais ça ne vous parle pas. Vous n'avez pas forcément d'arguments ou de red flags, mais ça ne vous parle pas. D'accord? Et puis quand vous regardez le logo de Puce et X, vous sentez que c'est le même infographe qui a fait avec les trucs flashy et autres là. Et puis, méfiez-vous des gens comme ça qui font un projet et puis le projet n'est même pas encore arrivé à sa maturité. Ils font un autre projet et c'est pas top. D'accord? Vous allez voir tous les grands projets qui sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, c'est parce que le projet est resté unique et le projet a suivi sa ligne directrice. C'est très important. Quand un projet commence déjà à changer, c'est pour ça que j'ai un problème avec Elrond. Elrond, c'est un projet que je sais que techniquement, il y a des trucs que Elrond fait que c'est de la merde, d'accord? Je le sais en tant que technicien. Mais le marketing est tellement puissant que tu ne peux pas expliquer ça à un profane, il comprend. Il va te dire, non, ils ont fait ça, multivers X. Non. Quand vous voyez un projet que, en fonction de la tendance du moment, c'était la DeFi, le dernier bull run. Il s'appuyait beaucoup sur le truc de la DeFi. Après, quand c'est devenu la métaverse, il s'appuie maintenant sur le truc de la métaverse. Ça, c'est des red flags. Mais comme le budget marketing est important, et qu'il y a beaucoup de pigeons, et qu'il y a beaucoup de personnes, des influenceurs reconnus, et de qualité, qui ont les intérêts dans le projet, qu'est-ce que vous allez dire que les gens vont comprendre? Les gens ne vont pas comprendre. D'accord? Mais bon, ainsi va la vie. Donc, avec ce qui se passe avec ce protocole de DeFi, c'est pour ça que j'ai dit que la DeFi était en danger. C'est pas anodin, c'est pas juste un gros titre pour les clics, c'est vrai. Parce que s'il y a des cascades de liquidation sur des plus gros protocoles de DeFi comme ça va affecter des collatérales et des collatérales, des collatérales, des collatérales. Et puis, il y a plusieurs jetons qui vont en souffrir. Ça pourra atteindre même Ethereum et Bitcoin. Donc, on pourra avoir un sacré, on pourra être dans une sacrée merde. Mais je pense pas que ça va arriver. Donc, on parle juste de 180 millions. Donc, je pense les gens vont venir en aide. Et puis, vu que le protocole QIF, c'est un gros protocole, les gens vont profiter juste pour avoir plus de jetons QIF. L'avantage, c'est que ça va décentraliser un peu le truc parce que la team n'aura plus autant de jetons. Donc, ça sera un peu réparti à différentes personnes. Mais ça rajoute une autre pression vendeuse sur le jeton. Donc, c'est ça. Maintenant, quand les gens sont face à cette situation, face à ce type de gestion, qui est vraiment déplorable parce que, pas plus tard qu'il y a quelques mois, on voyait le deuxième plus gros échangeur de finances centralisé, FTX. On a vu FTX exposer le problème de gestion de FTX qui était censé être le deuxième plus grand. Et vous imaginez que dans un monde comme ça, on dit voilà les deux meilleurs, regardez ce que le deuxième fait. Ça freine vraiment la confiance. Et maintenant, on vient dans le monde décentralisé, on dit bon, quittons la finance centralisée, revenons sur la finance décentralisée où quand même on peut être nous-mêmes acteurs de nos trucs, on peut avoir la transparence, mais on voit que le plus gros protocole encore a ce type de problème de transparence. Ça fait vraiment que l'univers de la crypto suscite beaucoup de questionnements. D'accord? Donc, souvenez-vous toujours de ce que je vous avais dit. Plus de 99% des projets crypto sont des scams. Et lorsqu'on dit scam, les gens pensent que scam veut dire qu'on va fuir avec la liquidité. Non. Des scams, il y a des trucs. Quand vous voyez ce que le boss l'a fait, c'est un scam. Parce qu'il prend les liquidités du truc, il s'en va faire des emprunts avec pour faire de l'argent sur d'autres jetons et après il vend, il revend les trucs. D'accord? C'est comme si c'était de prendre le bien, va dans les BNB du truc, il prend ça et puis il met ça en collatéral, il emprunte des bitcoins avec, il fait son argent sur le bitcoin et puis Ethereum, il rembourse son collatéral de BNB qu'il avait pris au départ, il reste avec ses bénéfices. Là, c'est bon quand ça marche. D'accord? Surtout quand ça marche rien que pour lui. Parce que s'il fait un coup comme ça et que ça réussit, il ne viendra jamais dire à la communauté, voilà, j'ai fait ce coup comme ça, là, j'ai réussi à faire 100 millions, on va airdropper la communauté 98 millions et je vais garder 2 millions pour moi. Ils ne font jamais ça. Quand ça marche, c'est pour eux.
Mais quand ils pètent, c'est à la communauté d'endosser les trucs et c'est très malhonnête. Donc, comment les gens ne vont pas être frustrés? Comment les gens ne vont pas se demander, mais peut-être c'est mieux que j'achète mes Baby Dogecoin, peut-être c'est mieux que j'achète mes shitcoins et puis, hein? Parce que même ce qu'on nous dit, voilà un projet, vous avez dit chercher des projets qui ont des fondamentaux. Voilà les projets qui ont les fondamentaux. Maintenant, voilà ce qu'ils font encore. Mais finalement, ça sert à quoi d'être même sur des projets à fondamentaux vu que tout peut s'écrouler du jour au lendemain? Et si les gens se posent cette question, c'est légitime. C'est légitime et face à ça, je n'ai pas de réponse, les gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on essaie juste de limiter le risque le plus possible. Vous ne pouvez pas atteindre 100%. D'accord? Être sur des bons projets, c'est juste dire, je sais qu'il y a des risques dans le truc. Sauf que je vais les éviter au maximum. Si je parviens à limiter à 80%, c'est bien. Il y aura toujours quelques casses à côté. D'accord? Donc, le truc avec les shitcoins, c'est juste que le risque est trop fort. Donc, le rapport risque-récompense est trop fort. Vous risquez plus de perdre que de gagner. Même si quand vous gagnez, c'est gros, mais le risque est très grand. Les gens font ça quand ils ont déjà beaucoup d'argent et qu'ils retirent une infime partie, qu'ils mettent sur ça. Et puis, même s'ils perdent, ça leur dit rien. C'est comme si vous avez 1000 $, vous sortez 2 $, vous mettez dans un shitcoin. Là, c'est légitime. D'accord? Là, c'est légitime. Mais vous avez des gens qui ont 100 $, ils prennent 100 $, ils repartissent sur 4 shitcoins. C'est ça que je combats, c'est ça qui n'est pas bien. D'accord? Donc, vous devez comprendre qu'on est en crypto. Donc, si on peut faire x100, comme je disais à quelqu'un tantôt dans les commentaires, si on peut faire x100, c'est parce qu'il y a 100 fois plus de risques, tout simplement. Sinon, allez en bourse et puis contentez-vous de 10% annuel ou bien même la bourse est devenue très volatile. Vous avez des pumps qui font vous avez des 50, des 2x parfois l'an. C'était très rare en bourse. En bourse, quand tu avais 10% sur l'année comme ça, tu étais heureux. Ça fait qu'il y avait aussi très peu de risques. Mais la crypto, tu peux faire x100. Ça veut dire qu'il y a aussi 100 fois plus de risques. Et si c'est quelque chose que tu peux accepter, reste en crypto. Si c'est quelque chose que tu ne tolères pas, quitte la crypto. Parce que tu ne peux pas venir et puis tu veux juste faire des multiplicateurs sans assumer le risque qu'il y a derrière. C'est comme si tu veux le beurre, l'argent du beurre, le couteau du berger et même sa femme. Ça ne peut pas aller. D'accord? Donc, sachez qu'on est dans un environnement qui est très risqué. C'est pour ça qu'il y a de l'argent. Et c'est pour ça que vous devez vous armer de connaissances et être à l'affût de l'information. Et lorsque ça pue, la mer, vous quittez. Donc, tous ceux qui ont du cuivre, du AV, l'idéal, c'est de s'en débarrasser d'abord. Peut-être que ça prendra de la valeur après, peut-être qu'on va sauver la situation, mais le risque est tellement grand que vous devez gérer d'abord votre risque que de penser au gain. Et maintenant, les traders vont se mettre bien. Mais aussi, il faut être à l'affût de la situation, du truc, parce que si on annonce que le truc est réglé, il faut que vous soyez déjà positionné avant pour attendre le pump. D'accord? Ou si vous êtes en short, vous mettez vos stop limit, vous mettez vos stop loss, pardon. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager, les amis. Comme je vous avais dit, je vais venir dans chacun de vos pays, d'accord? Ça sera à cette fin d'année. Donc, beaucoup me demandent déjà beaucoup me demandent déjà où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire. Ce n'est pas encore disponible. Je vous ai dit, je vous donne un mois pour vous préparer parce qu'on va ouvrir la liste. Je veux que chacun puisse prendre le temps de se préparer et puis s'inscrire parce que les places sont un peu limitées. Je ne veux pas que les gens ratent l'opportunité de s'inscrire parce que les listes sont venues trop vite. Donc après un mois, je vais tout simplement ouvrir la liste et puis ceux qui pourront participer participeront. Donc pour l'instant, les pays que j'ai retenus, comme je dis, c'est Burkina Faso, Bénin et puis Côte d'Ivoire. Donc si je constate qu'il y a la demande dans d'autres pays comme le Togo, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, pourquoi pas, je vais étendre la liste. Pour l'instant, dans les 3 pays où je constate qu'il y a le plus de demandes. D'accord? Donc, on verra ça. Et dites-moi les amis, est-ce que cette situation de la DeFi vous fait peur? Est-ce que ça vous donne envie de quitter la crypto? Est-ce que ça vous dégoûte? Ou est-ce que vous êtes toujours là? Donc, dites-moi votre avis en commentaire. Et surtout, dites-moi si le contenu vous a plu. Si vous avez appris des choses, pouce bleu et puis partage pour encourager et soutenir le travail. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.